venir. Bon, ben, écoutez, je vais commencer à partager l'écran avec le diaporama et puis on verra pour la suite si donc la fois dernière, je pense que vous allez me souvenir du numéro 122, c'est ça? La diapositive 122. Et puis, dans l'intervalle, c'est devenu la diapositive 126. Parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai un petit peu repris, complété des éléments sur l'enseignement des langues régionales et la loi Molac. Je vous ai mis un peu plus de détails dans la version qui sera déposée sur eCursus. Si tout va bien, elle sera déposée ce soir. À ce sujet, pour les mathématiques, j'ai déposé hier soir, oui, les tableaux blancs des 2 premières séances de TD. Voilà, ces informations générales étant faites, donc c'est le dernier cours que nous avons ensemble. Déjà, j'imagine que c'est un grand regret pour vous. Non, je blague. Voilà. Bon, dans cette diapositive, donc je l'avais un peu commenté, j'y reviens juste brièvement sur les modèles dits en pelure d'oignon ou en disque concentrique ou en figure concentrique. Elle a un intérêt pour nous, en particulier enseignants ou futurs enseignants. Ces modèles-là permettent de réfléchir à ce qui pèse sur notre activité d'enseignant, en fait. Et quelles sont les libertés que l'on a, les libertés ou appelées ici les médiations qu'on a à notre disposition. Alors, je précise que c'était évidemment pour l'enseignement, à l'origine, l'enseignement des lettres. La remarque d'une de vos camarades, CPE, m'a fait penser depuis ce cours dernier, sur le fait que le cours finalement parlait peu des CPE, m'a fait penser que ce type de modèle était aussi pertinent par rapport à l'action du CPE, qui peut être pris dans son exercice professionnel entre ses convictions personnelles, celles que véhicule l'établissement, celles que véhicule la société qui l'entoure et celles des injonctions qu'il peut recevoir en tant que CPE. On a eu plusieurs, il y a eu plusieurs, comment dirais-je, exemples, c'est peu dire, mais en regardant et en interrogeant des collègues formateurs de CPE, je me suis rendu compte parfois qu'un jeune CPE pouvait être, jeune ou pas jeune d'ailleurs, pouvait être mal à l'aise par rapport à ses propres convictions sur un sujet sociétal. Hein. Alors, quel que soit le sujet, hein, et là, ça dépasse largement l'actualité actuelle. Excusez-moi pour ce pléonasme, l'actualité immédiate, on va dire, mais par exemple, la manière dont un établissement peut être amené à collaborer soit avec la police, soit avec la justice, et puis ses propres convictions, voilà. Donc, ça peut être un moment
le CPE, de la même façon, se trouve confronté à un contexte et se demande quelles sont ses libertés d'action par rapport à ce contexte. Très descriptif de ces contraintes que rencontre un collègue qui n'est pas dans une discipline d'enseignement, mais qui est, on va dire, dans l'encadrement éducatif des élèves. Voilà, encore que c'est tout à fait l'actualité brûlante de la Guadeloupe, entre le rapport entre finalement une jeunesse partiellement désocialisée, les marges de cette jeunesse qui sont encore socialisées en établissement scolaire, et finalement comment peut se faire le rattrapage de ces jeunes qui ne sont pas tout à fait en marge, pas encore tout à fait en marge, qui risquent de le devenir. Donc ça, c'est à la fois une question scolaire, disciplinaire, relative aux disciplines, mais aussi relative aux questions. D'accord, oui. À propos de connexion instable, même chose de mon côté. Pour l'instant, ça marche, mais si jamais j'ai une déconnexion brutale, restez-vous connectés. J'essaierai de trouver un moyen alternatif via la 4G pour me reconnecter et finir le cours, ce que j'ai dû faire avec un des cours déjà. Voilà, ça c'était pour ce modèle-là. Alors, je vais essayer de passer au diapo suivant, s'il veut bien. Donc, voilà, là on en a la version simplifiée, micro, méso, macro contexte. Alors, j'aurais juste eu envie, sans trop insister, d'une troisième modélisation, alors qui est en anglais hein, à l'origine, Duranty, Godwin, Zimmerman, Lawrence Superman, 5 auteurs en 2 articles. Alors, on va dire pour eux, l'anglais entity, vous pouvez le traduire par entité, par objet, par même sujet. Et pour eux, un sujet est entouré, pour expliquer ce qui se passe pour ce sujet. Alors là, c'est vraiment un modèle qui essaie de regarder ce qui explique quelque part les actions, nos actions éducatives, qu'on soit enseignant ou en situation formelle ou pas, enseignant ou en tout cas acteur de l'éducation. Et pour eux, un individu ou une entité, si c'est une entité, elle a d'abord ses propres caractéristiques, ce qui fait son individualité. Évidemment, alors c'est assez proche du contexte interne, hein, vu la fois dernière, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes pris dans un réseau d'activités, secours par exemple, et puis 2 caractéristiques qui n'apparaissaient pas forcément dans les modèles précédents, et en ça c'est intéressant. Nous sommes situés dans un temps et dans un lieu. Donc, caractéristiques de temps et de lieu. Et puis, un point de vue plus social, interactionniste en tout cas, oui, interactionniste. Chacun d'entre nous, finalement, même si elles sont aujourd'hui extrêmement limitées dans le format de ce cours, nous avons malgré tout des interactions. Limitées, je dis bien, pour ce qui est de ce cours. Et vous-même, vous interagissez avec le milieu qui vous entoure. S'il y a des perturbations extérieures ou techniques. Alors, oui, alors ce modèle-là, oui, bon, je ne l'ai jamais utilisé dans mes travaux, mais en tout cas,
le jour où vous avez vraiment envie de vous questionner sur une situation, toujours dans le cadre du TER ou du mémoire, peut-être plus du mémoire, c'est bon, on peut se souvenir, pour décrire la situation, son interaction avec ce qui l'entoure, on peut se souvenir de ce modèle en pétales. Il est assez descriptif. Si, en particulier, je pense ici à ceux d'entre vous qui sont en EPS, même si ce n'est pas ce modèle-là que J. Presley avait pris dans sa thèse dirigée par Frédéric Ancio et Marie-Paul Poggi. Marie-Paul Poggi qui prendra ma suite dans ce cours. On voit bien apparaître en fait ces différents éléments ou certains de ces différents éléments dans ce qu'il fait. Il aurait pu employer ce modèle-là. Voilà. Donc, si on veut faire une très bref de ce chapitre, de cette partie, le contexte se modélise de plusieurs façons. Ces approches sont toutes pertinentes. Il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans les dynamiques éducatives, même si certains auteurs vous diront l'inverse, ou voire certains collègues. Ah non, ça c'est super bien, et puis ça c'est... Non, vraiment pour moi, il n'y a pas de hiérarchie à faire. En fait, quand je vais le dire encore autrement, et à la limite de la provocation, nous sommes malades dans le système éducatif français, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, de la volonté de tout évaluer, tout classifier. Et parfois, ça en arrive à polluer notre façon de penser à l'extérieur du système éducatif, comme si dans notre société, justement, on était sans arrêt en train d'évaluer. Bon. Et du coup, chaque fois qu'on présente, y compris là, des modèles qui permettent de parler du contexte, de la contextualisation, on a envie de dire, oui, mais monsieur, lequel est mieux? Eh bien, je suis obligé de vous décevoir, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y en a simplement qui sont plus adaptés à la question que vous vous posez. Est-ce que vous voyez l'idée que je veux faire passer? Vous pouvez réagir comme vous voulez. Oui. C'était un oui à l'idée ou oui à la réaction? Oui à l'idée. D'accord. Alors, au passage, là, vous voyez presque que je vous incite à être de futurs enseignants ou éducateurs qui ne jugent pas trop. Vous voyez presque que c'est ça l'idée sous-jacente. Et donc, du coup, évidemment, troisième point de synthèse, quand vous êtes face à un problème de recherche ou un problème professionnel, évidemment, vous choisissez le modèle le plus adapté. On peut prendre plein d'exemples. Votre TER ou votre mémoire porte sur quelques études de cas, par exemple l'inclusion d'un élève en difficulté, en situation à besoin éducatif particulier, pour reprendre le terme. Pratiquement, le modèle qui oppose contexte externe et contexte interne va être pertinent parce que vous avez, pour reprendre le modèle d'Oppermann, vous avez une entité, une individualité qui est l'élève, et puis vous avez à l'extérieur le contexte avec lequel il doit se confronter. Si vous avez si vous regardez de façon un peu plus globale une situation de classe et dans laquelle vous estimez qu'il y a beaucoup d'influence de différents paramètres en fonction, alors je le disais, je crois, était-ce avec vous ou était-ce avec un autre groupe? Je n'ai pas souvenir. Finalement,
un constat que le comportement n'est pas le même des élèves en fonction du temps, donc quelque chose de chronos, lié au temps, du lieu, topos. Eh bien, dans ce cas-là, le modèle qu'on vient de voir est intéressant. Si vous avez une étude qui regarde comment finalement un enseignant ou un éducateur peut agir par rapport aux contraintes qu'il rencontre, le modèle en pelure d'oignon sera peut-être le plus efficace. Et il ne s'agit que de 3 modélisations, il y en a 100 à 150 peut-être pour le contexte. Voilà. Alors, vous me permettez de poursuivre? Oui. Oui. Bon, je pensais que vous allez me dire non, on en a assez, vous pouvez arrêter. Non? Bon, alors on poursuit. La partie 4 va regarder finalement le couple contextualisé-contextualisation. Ce sera la dernière partie du cours, de mon cours, pour cette année. Ça pourra se poursuivre l'année prochaine. J'ai voulu réinterroger. Aïe, problème de diapo. Ah voilà. J'ai voulu m'interroger sur, ou nous réinterroger ensemble, sur finalement ce qui est dans le titre du cours, contextualisation, l'action de contextualiser, le processus lié au verbe contextualiser. Alors j'ai mis, comme dans les autres débuts de chapitre, une figure illustrative qui est un exemple d'ouvrage qui s'appelle Contextualiser ici et maintenant, une approche multiculturelle et interculturelle. Donc c'est un dossier, comme il est dit dans la présentation, un dossier qui recueille le travail d'enseignants, de futurs enseignants de FLE, français langue étrangère. Donc ça se passait en Argentine il y a quelques années. Et ils ont voulu donner un nouveau tournant aux pratiques d'enseignement du français pour les enseignants argentins. Et donc, c'est une chose qu'on a évoquée dans un cours précédent avec la question contextualisation avec des approches comparatives multiculturelles et interculturelles. Donc, juste pour dire que voilà, la question ici fait l'objet de... On trouve effectivement ceci comme titre d'ouvrage. Alors, je suis parti en faisant ce qu'on fait parfois quand on veut redéfinir un verbe, enfin une expression, un verbe, un mot, on commence par le plus simple, on prend le premier dictionnaire dont on dispose chez soi ou en ligne, tout en sachant que dans un mémoire de recherche, on ne peut pas se contenter ou se satisfaire de cette définition. Donc là, j'ai commencé par celle du Larousse, en ligne, bon, une action, mettre en relation une action, un fait avec des circonstances historiques, sociales, artistiques, etc., dans lesquelles ils sont produits. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est le sens premier qu'on avait évoqué du mot contexte. Le contexte, c'est l'entourage d'une phrase, ce qui permet d'éclairer le sens d'une phrase, plutôt employé dans le sens le contexte éclaire la pensée de l'auteur, ou dans l'expression sortir une phrase de son contexte pour lui faire dire autre chose que ce qu'elle disait. Et puis l'extension, donc du coup contextualiser, c'est mettre en relation un fait avec ses circonstances qui l'entourent dans le but de le comprendre. Alors, si la diapo voulait changer de page, ce serait bien. Voilà. Alors, j'ai été voir des dictionnaires anglo-saxons. Donc, avec le verbe équivalent, to contextualize,
le considérer dans son contexte, évidemment, c'est une définition à tiroir, puisqu'elle renvoie sur la définition du mot contexte et qui est définie comme étant la situation où quelque chose existe, est situé, pour reprendre les modèles vus tout à l'heure, où arrive et qui aide à l'expliquer. Donc, c'est toujours le même sens du mot contexte, celui de ce qui entoure la situation. C'est Cambridge, ça? Ouais. Ou Oxford, je ne sais pas. Ça doit être Cambridge. Ouais. Et puis Oxford, Place of Study in Context. Et là, vous retrouvez donc les circonstances qui forment le setting. Et donc, dans les modélisations par opposition, contexte interne, contexte externe, je vous rappelle qu'il y a l'opposition due à Jean Lave, qui est donc de culture anglo-saxonne, et qui opposait setting et arena. Setting, la partie un peu variable, mobile du contexte, puis l'arena, la partie stable. Donc, pour elle, le contexte, ce sont les circonstances qui forment alors, setting en français, j'ai un peu de mal à le traduire. L'environnement pour un événement, une affirmation, une idée. Et alors, in terms of which it can be fully understood and assessed. Et dans les termes par lesquels on peut le comprendre et le traiter. L'expliquer. Donc, voilà 3 dictionnaires, un francophone et 2 anglophones. Ah, j'ai toujours pas changé la diapositive ici, zut. Il faudra vraiment que je la change. Alors, là, il ne s'agit pas de comprendre la diapositive qui est là. Ce n'est pas la bonne figure, je ne sais pas pourquoi. J'oublie toujours de la changer. En fait, il faut juste se souvenir, quand on voit cette figure, ici, il ne s'agit pas de la comprendre en détail, vous verrez ça ultérieurement, mais juste, cette figure est faite là pour imaginer la complexité toujours le fait que c'est plus complexe finalement que les 3 définitions qu'on a vues là. Donc, c'est l'idée de cette diapositive. Et en effet, je vais vous parler de 2 manières de la comprendre, qui sont toutes les 2, là encore, qui ont la même pertinence, et qui sont toutes les 2 employées, en fait, que nous employons toutes les 2 ici, et qui vont d'ailleurs avoir un, comment dirais-je, un impact sur nous-mêmes, tout simplement parce que vous voyez apparaître ici, alors je vais essayer de j'ai juste annoté, oui, c'est ici. Ici, vous avez, oh, zut, je ne voulais pas faire des dessins. Hop, je voulais juste mettre un focus. Il est question ici de M. Marcel. Et Jean-François Marcel, en fait, est un de nos collègues éminents de Toulouse et il va contribuer à l'évaluation des actions qui sont menées en Guadeloupe. Donc, on est en plein dedans. Et lui, la contextualisation, c'est un outil dont il se sert pour, en fait, étudier les pratiques enseignantes. Donc, ce n'est pas un outil pédagogique pour adapter des pratiques, c'est une manière de regarder les pratiques. Donc, il regarde le contexte, en fait, en ces termes-là. Et puis, l'autre partie, qui
donne un autre sens à contextualisation, c'est l'étude des relations entre les contextes externes et les acteurs et actions du système éducatif. Donc, ce qu'on a appelé les contextualisations didactiques. Alors, je l'ai mis au pluriel. Bon, je vais en discuter. Et je vais essayer de vous présenter les deux et au moins donner un exemple de chacune. Et pour l'étude des pratiques, voilà, Marcel, donc 2002, les processus de contextualisation désignent l'ensemble des relations interactives entre l'enseignant et le contexte en cours d'action. Alors, on est de nouveau dans le cours d'action. Donc, on voit que cette idée-là du cours d'action, elle est présente chez Jean Lave, Arena et Setting, avec le setting qui peut être modifié dans le cours d'action. Elle est présente dans le modèle le modèle en pétale, avec l'idée que les caractéristiques du contexte, il y a le lieu et le temps, donc quelque part le cours d'action. Alors, évidemment, Jean-François Marcel est très précautionneux dans la définition du contexte, en disant que, et c'est une idée qui est intéressante pour vous, le contexte, il y a une partie qui est finalement celle de l'enseignant. L'enseignant, lui, son contexte, quand j'enseigne là face à vous, c'est tout ce qui est autour de moi qui, dit Jean-François Marcel, délimite le point de vue de l'enseignant et par lequel il théorise son action. Alors, on le fait plus ou moins, théoriser notre action. En fait, on le fait quand on pense un cours, en principe, et quand on réfléchit ensuite au cours que l'on a fait. Et puis, le chercheur, celui donc, en l'occurrence, qui, dans les travaux de Marcel, observe les pratiques enseignantes, il a un point de vue qui est un petit peu autre, puisque ça renvoie à tout ce que le chercheur estime pertinent pour analyser les pratiques de l'enseignant. Donc, une partie de l'environnement découpée par le chercheur. Donc, le chercheur a découpé en caractéristiques différentes en fonction de critères qu'il juge pertinents. Alors, évidemment, on peut toujours se poser la question, c'est quoi un critère pertinent? Bon, on le voit bien dans un enseignement comme celui-là qui est délivré en ligne et de façon moyennement interactive, on pourrait étudier comme critères pertinents à la fois des critères techniques de réalisation et puis des caractères psychologiques. Ce que ça fait pour un étudiant d'être isolé, entre guillemets, derrière son écran et non pas dans une collectivité de classe. Qu'est-ce que c'est pour l'enseignant de ne pas voir en visu ses étudiants, l'impression de parler à un mur, ce type de choses. Donc, ce serait des critères intéressants par rapport à mes pratiques. Est-ce que l'enseignant réussit à s'abstraire, par exemple, du fait qu'il parle à une caméra, mais qu'il n'a pas de retour? Cela dit, il est dans la situation du journaliste qui présente son journal télévisé, qui ne voit pas non plus le téléspectateur. Bref. Donc, évidemment, le contexte du chercheur chez Marcel est assez pluridimensionnel, puisque les dimensions... j'ai peut-être été un peu vite là. Les dimensions relatives au savoir, donc une dimension épistémologique. Finalement, quel est mon savoir sur les questions, sur ce que je vous raconte aujourd'hui en termes de contextualisation sociale? J'en parlais à l'instant, les interactions de l'enseignant et des élèves. Alors, elles sont minimales aujourd'hui. Je n'ai pas lancé de sondage, je n'ai pas fait à chacun dire un petit mot d'introduction, par exemple, ce type de choses. Donc, interaction limitée et temporelle, eh bien,
de nouveau, donc la question du temps, quand ça se déroule. Et la dernière qui est spatiale, qui est finalement là, l'organisation, ben, on est à distance, vous êtes chez vous ou dans un endroit où il y a une connexion. Moi-même, nous sommes à distance, etc. Donc, les conditions. Et donc, on retrouve en fait dans le modèle de Marcel pour le point de vue du chercheur, évidemment, le lieu, le temps, les interactions, et puis les caractéristiques que j'ai reliées en gardant un point d'interrogation avec les caractéristiques de l'entité qui était au centre. Donc, on voit en fait que le modèle de Marcel ou le modèle en étal pour décrire le contexte, ils ont de grandes similarités, même si les objectifs des auteurs n'étaient pas les mêmes. En tout cas, on peut créer des relations entre ces modèles. Vous êtes toujours là? 54 personnes, 53, 54? Oui. Ça va? Pas trop noyé? Non. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez juste donner le nom de l'auteur pour l'étude des relations entre les contextes externes et les acteurs du système éducatif, s'il vous plaît? Le nom d'auteur, ben, il y en a tellement. C'était pour. Voilà, c'est ce que vous avez noté. C'était ici, là. Voilà. Ah, il n'y a pas de nom d'auteur. Ah non. Oui, j'en ai pas mis en fait. Je pourrais tous nous mettre en fait. J'aurais pu mettre Ancio, Forissier, Delcroix, Poggi, Issaïeva. J'aurais pu mettre tous les membres du CREF et tous les enseignants du CREF que vous rencontrez dans les cours, que ce soit en méthodologie de la recherche ou en contextualisation. Pratiquement tout le monde, j'aurais pu mettre là. Et je suis trop modeste pour nous mettre. Voilà, donc j'en ai pas mis là, mais c'est vrai que vous pouvez mettre la personne qui vous fait le cours si vous voulez une référence. D'accord. Dans l'article qui s'appelle Delcroix, c'était quoi déjà? Delcroix, Forissier, Ancio, le chapitre d'ouvrage paru en 2013 par exemple, ce que j'ai écrit en 2019, où je reprends d'ailleurs ces modèles-là en les expliquant, mais aussi tous les travaux de Thomas, enfin de Frédéric, de Béatrice. C'est beaucoup d'études de ce type-là. Donc, c'est nous-mêmes. Voilà. Alors, hop. Alors, je vais prendre des exemples pour Marcel. Alors, évidemment, ça vous n'êtes pas géographe et vous êtes enseignant du secondaire. Alors, mon exemple est mal choisi. Bon, tant pis. En fait, ce n'est pas mon exemple, c'est le fait que Marcel a travaillé ces notions sur des enseignants du primaire, notamment. Et en fait, c'est quelque chose que vous verrez vous-même beaucoup quand vous ferez des analyses de pratiques professionnelles, notamment l'année prochaine. Un des points intéressants pour savoir si on a rempli les objectifs qu'on avait, c'est de dresser les écarts, le différentiel entre la préparation et la réalisation. Donc, comme le dit Marcel, dresser un panorama des points de retard des points de repère que s'était fixé l'enseignant pour la séance et d'observer si ces éléments théoriquement stables étaient respectés ou remis aux causes dans le cours de la séance. Donc, on se fixe des repères chaque fois qu'on a une séance. Moi, c'est par exemple mon repère pour aujourd'hui, c'est arriver au bout de cette partie 4, si possible, en vous laissant un petit peu de temps avant 10 heures. Voilà, c'est ça mon repère. Et enfin, ça, c'est le repère un peu immédiat. Et le repère un peu moins immédiat,
c'est d'essayer de vous avoir montré quelques sens du verbe contextualiser ou du mot contextualisation dans le, bien sûr, dans les sciences de l'éducation, pas dans la vie courante. Voilà, donc pour vous citer quels sont mes repères, les jalons que je me fixe, et on verra d'ici 1h20 si j'ai rempli ou pas, ou s'il y a un écart de réalisation. Je ne le sais pas. Avec vos camarades PE, il n'y a pas eu trop d'écart, on est arrivé. Voilà. C'est ça que je m'étais fixé. Alors, en principe, un enseignant dit Marcel, c'est quelque chose qui est théoriquement stable et qu'il y a une question de stabilité puisque vous fixez des objectifs, c'est pas soumis à, c'est pas contingent, c'est pas lié à ce qui va se passer dans les 5-10 minutes. Alors de nouveau, j'ai des petits soucis ce matin, alors peut-être que je vais arrêter le pointeur parce que j'ai l'impression qu'il perturbe le passage des, je sais pas pourquoi. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Et donc, lui, ce que veut faire Marcel, c'est décrire cet écart. Et en fait, il montre que certains professeurs sont centrés sur la tâche de l'élève, sur la tâche de l'élève ou sur la tâche et sur l'élève. Donc, il regarde soit il vérifie son point important, lui, c'est que les tâches soient accomplies, ou il se centre plus dans un point de vue plus psychologique sur chaque élève. Alors, vous pourrez vous interroger dans quelques années de savoir quel modèle d'enseignant dégagé par Marcel vous êtes. Et puis, certains sont beaucoup plus centrés sur un point de vue qui est moins micro, on va dire, qui est un peu plus méso, centré sur l'activité pédagogique un peu plus globalement, donc centré sur le cadre et l'organisation pédagogique. Donc, en gros, je me suis tracé une suite de séances qu'on appelle une séquence, et puis je regarde l'avancée de mon affaire. Et puis d'autres, toujours dans ce même groupe, qui sont centrés sur leurs objectifs à atteindre. Alors très clairement, aujourd'hui, moi, si je devais analyser ma propre activité, dans la mesure où les interactions avec vous sont faibles, le format du cours magistral qui appartient au modèle de connaissance transmissif. Je suis là, je tiens un discours, je ne vérifie pas tellement finalement que ce discours est reçu. Donc je suis évidemment centré sur mes objectifs. Si je vais aujourd'hui analyser par rapport aux résultats proposés par Marcel, je dirais ça pour moi aujourd'hui. En essayant toutefois de savoir si vous êtes toujours là. Voilà. Et puis, donc, oui, je vous en prie. Oui, excusez-moi. Du coup, finalement, pour être un bon enseignant, il faut pouvoir, comment dire ça, lier les deux modèles. On se centre à la fois sur les élèves, sur les tâches à accomplir, mais à la fois sur nos objectifs, parce que si on est trop centré sur nos objectifs et qu'au final de compte, on ne les atteint pas, ça peut nous frustrer. Mais tout dépend des élèves, de leur avancée, de leur compréhension. Donc, il faut être les deux modèles d'enseignants finalement. Peut-être, peut-être. Vous savez, est-ce que je peux vous répondre d'abord un tout petit peu à côté? Est-ce que vous connaissez l'écrivain et philosophe Pascal? Les pensées. Non. Les C'est pas pensées. celui qui a fait le triangle de Pascal? Non.
Ah, c'est le même. Vous Ah, êtes c'est lui? mathématicienne? Oui, c'est le même. Oui. Alors oui, on va dire mathématicien, euh, philosophe. Je ne sais même plus comment s'écrit philosophe. Oui, c'est celui du triangle de Pascal. Euh, alors pourquoi je vais vous répondre avec Blaise Pascal? Euh, il a aussi été entrepreneur, en fait. C'est un exemple de type qui a à la fois été théoricien, philosophe, mathématicien, mais il a aussi été entrepreneur parce qu'il a inventé ou mis en place les transports en commun à Paris. Alors évidemment, c'était à une époque où il n'y avait que des chevaux et ce genre de choses, mais il s'est organisé de ça. Il a aussi créé une petite calculette automatique, mécanique bien sûr à l'époque. Enfin, il a fait beaucoup de choses de sa vie. Pourquoi je vous en parle en fait? Parce que c'est un peu ce que vous venez de dire. Pascal, dans une de ses pensées, donc, dit finalement qu'il y a deux formes d'esprit qui existent, l'esprit de finesse et puis l'esprit de géométrie. Alors évidemment, l'esprit de géométrie serait plutôt un esprit cartésien, on va dire, pour parler, faire référence à Descartes, donc quelque chose de logique. Puis l'esprit de finesse, c'est beaucoup plus quelque chose lié à finalement la capacité à avoir une intuition, etc. Et évidemment, ce qu'on comprend en lisant Pascal, c'est que finalement, lui, Pascal, jouit des deux formes d'esprit, l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. C'est pour ça que je me dis, que je me permets de faire cette comparaison, parce que c'est vrai que ce que vous dites quelque part, on pourrait se dire, bah oui, mais être un bon enseignant, ce serait donc être capable de faire les deux. Alors, le chercheur, lui, il n'a pas cet objectif-là. Le chercheur, lui, il cherche à décrire en fait ce qui se passe, à observer d'abord, observer les pratiques, les décrire, les analyser, une fois avoir décrit et analysé, comprendre, analyser et comprendre, comprendre par rapport à des modèles théoriques, comment ça se passe. Nous, après, quand on a notre casquette de chercheur, on s'arrête un petit peu là. On essaie de transmettre ce qu'on a vu, mais on n'est pas prescripteur. C'est-à-dire, on ne va pas dire, bon, pour être un bon enseignant, il faut faire ceci ou cela, parce que finalement, on ne le sait pas trop. Tout va dépendre aussi, si vous voulez, des circonstances dans lesquelles vous êtes, finalement. Là, Jean-François Marcel a travaillé sur des professeurs du cycle 2, donc du primaire. Est-ce qu'un professeur qui est au milieu du collège aura la même attitude et on pourra faire la même description? Je ne sais pas. Est-ce qu'un professeur qui est en terminale est là où l'objectif est clair? L'objectif, c'est de faire passer le bac à tous ses élèves. Est-ce qu'il aura la même attitude? On ne sait pas non plus. Donc, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, pour vous, et je vous donne raison dans ce sens-là, c'est que Jean-François Mercel peut vous permettre, finalement, dans une analyse de pratique, de vous dire ah ben, où vous vous situez, vous, quand vous serez jeune enseignante et en stage l'année prochaine, en stage, cette fois de stage en responsabilité, si vous y êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors, on a eu par exemple ici Cathy Bonbonne, vous l'avez eu. Alors, les second degrés, vous avez eu Cathy en méthodologie de la recherche? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas qui vous avez eu en méthodologie de la recherche. En fait, elle a travaillé donc sur le rapport à l'eau finalement en contexte éducatif en Guadeloupe au primaire. Question extrêmement sensible, bien sûr. Donc, alors, il y a une partie qui est didactique dans son affaire, vraiment didactique.
et elle a étudié donc les pratiques enseignantes en natation. Et en fait, elle a montré justement que, en utilisant les travaux de Jean-François Marcel, donc là, les savoirs à acquérir quand vous êtes dans l'eau, ben, il y a en particulier tout ce qui est lié aux phases respiratoires. Et donc, elle a montré que donc le savoir ici n'est pas un savoir disciplinaire classique au sens où on l'entend d'habitude, qui est un savoir sur des notions historiques, mathématiques, physiques, littéraires, etc., de grammaire, voire réglementaire pour les CPE. C'est lié à la natation, donc ce sont des savoirs techniques liés à la natation qui sont liés à des savoirs savants vis-à-vis de la respiration. Et donc, en fait, elle a montré que certains enseignants ne maîtrisaient pas la totalité eux-mêmes liés aux phases respiratoires, donc avec un marchand de savoir pour leurs élèves. Alors, elle a montré aussi par rapport aux histoires de stabilité ou pas, donc l'enseignant dévie, bifurcation didactique, l'enseignant dévie la technique attendue étant, alors là, je ne suis pas spécialiste des questions dont parle Cathy Bonbonne ici, donc je lui fais confiance, le fait de dire que la technique attendue serait le plongeon de canard. Ne me demandez pas ce qu'est un plongeon de canard, mais donc où l'enseignant en fait dévie de la technique attendue. Ça arrive assez souvent en mathématiques en fait aussi, où au lieu de se centrer sur le savoir attendu, par exemple, pour les quelques mathématiciens qui sont là, dans l'étude des fonctions, l'étude des sens de variation d'une fonction, on fait le tableau de variation à l'aide de la dérivée, mais ça, c'est la technique. Alors que le savoir attendu, c'est savoir si la fonction est croissante, décroissante. Donc, on remplace le savoir attendu, qui est l'étude de la monotonie, qui dans certains cas ne peut se faire sans du tout le tableau de variation, par l'usage systématique du tableau de variation. Donc ça, on a ça aussi chez nous. Et puis, un autre aspect que vous mentionnez souvent, que vous trouverez souvent, donc, a priori, lorsque vous nagez, l'ensemble des éléments qui fait que vous allez être un nageur performant ou du moins efficace ont une liaison, sont liés. Et donc, en fait, l'enseignant découpe en phases, donc désemboîtement des savoirs, donc découpe, il regarde un morceau, un autre morceau, un autre morceau, il ne regarde peut-être pas tous les morceaux. Et donc, du coup, au final, on n'arrive pas forcément à la transmission d'un savoir qui permet une nage efficace. Donc ça, vous pouvez repérer que c'est assez fréquent dans nos activités pédagogiques. On a cette tendance-là, parfois, à se concentrer sur un morceau et on perd de vue la globalité du savoir à transmettre. Alors, encore une fois, ça ne porte aucun jugement. Alors, c'est un autre point important. Le chercheur ne porte aucun jugement sur les pratiques des enseignants qu'ils observent. Et vous-même, quand vous allez écrire votre mémoire l'année prochaine, vous allez être amené peut-être à faire des enquêtes auprès d'élèves, auprès d'enseignants, et finalement à trouver que ce qu'ils font, c'est pas très bien, quoi. Mais c'est pas le problème. Et je veux dire, encore une fois, le c'est pas très bien est un jugement qui n'a pas lieu d'être. Ils font cela parce que dans les conditions dans lesquelles ils sont, dans la formation qu'ils ont reçue, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et nous, aussi bien le chercheur que vous, comme apprenti chercheur, quand vous faites votre mémoire,
vous devez conserver une attitude de bienveillance à l'égard des personnes que vous observez, même si elles ne font pas conformément à la doctrine ou à la norme que vous a appris l'INSPE. On reste des observateurs d'une situation. Voilà. Donc ça, c'était donc ça, c'est deux exemples fructueux des travaux de Cathy sur les modèles de Jean-François Marcel de contextualisation, où on voit que là, le terme contextualisation, ou contextualisation, c'est simplement regarder l'entourage de pratiques enseignantes pour essayer de les comprendre. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Alors, je pense que je gagnerai mon pari, qu'on pourra finir un peu avant l'heure, figurez-vous. Monsieur Plumet sera content. On sera à l'heure à son cours. Ils n'aiment Monsieur, pas quand on est en retard. Monsieur Plumet. Monsieur Plumin, ah ben vous le saluerez de ma part en tout cas. Ok. Oui, puisqu'on se croise quasiment plus, on va pas aux mêmes heures à l'INSPE. Alors, je reviens à mon sujet, qui est le champ des contextualisations didactiques. Donc, du coup, là, on est dans nos travaux à nous, beaucoup plus proches. Je n'ai pas mis d'auteur. Donc, chez Blanchet, bon, alors, c'est pas très loin de Jean-François Marcel quand on regarde. Contextualiser, c'est mobiliser des éléments et des phénomènes qu'on choisit de faire entrer dans le champ d'observation au titre de contexte, c'est-à-dire de paramètres efficients, mais qui ne sont pas au centre de la focale, pour comprendre les éléments et les phénomènes sur lesquels on focalise l'observation, phénomènes qu'on inscrit dans le continuum des pratiques sociales. Car il s'agit pour moi, dit-il, d'étudier les pratiques sociales. C'est 2016, je crois que c'est dans la revue Contexte et didactique, c'est chez nous. C'est déjà beaucoup plus compliqué comme formulation. Alors, pour Philippe Blanchet, il y a un point qui est très commun avec Jean-François Marcel. Il y a un objet que l'on regarde, peu importe lequel, on regarde un objet. Alors pour lui, ce sont des objets de l'enseignement des langues, c'est un sociolinguiste, donc voilà, c'est des objets de l'enseignement des langues. Et il dit, voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui sont autour de cet objet et ils aident à comprendre cet objet. Donc on n'est pas très loin finalement, sauf que Philippe Blanchet n'est pas forcément centré sur l'étude des pratiques enseignées. Donc, je l'ai visualisé ainsi. Il y a au centre quelque chose, et puis il y a autour des paramètres efficients pour décrire la chose. Alors, on n'est pas si loin finalement du modèle en pétale, et c'est pour ça que je l'ai représenté ici, c'est comme ça sur cette diapositive. Donc, oui, je rappelle les champs sur lesquels Blanchet inscrit ça, c'est les sciences de la communication. Alors, s'il y a quelque chose qui dépend étroitement du contexte, c'est bien la communication. Et puis la didactique des langues et la sociodidactique. Donc, pour analyser, pour suivre l'analyse, il reprend l'idée d'un objet central. On est toujours sur ces modèles-là. Deux paramètres pertinents, on le trouvait aussi chez Jean-François Marcel, d'une inscription dans le champ des pratiques sociales. Alors, vous avez vu que les pratiques sociales, finalement, ont beaucoup parcouru ce cours, puisque c'était le premier cours, lorsque je vous parlais en disant, voilà, dans les approches épistémologiques, mon débat sur l'épistémologie des sciences, je vous disais, bon, finalement, le débat sur l'universalité des sciences, il est tout à fait secondaire dans notre affaire.
C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est en fait ce qu'on enseigne. Et là, ce qu'on enseigne, par contre, ça dépend des contextes, des pays, des territoires. Et je vous avais donc repris la description du modèle de Verret, et qui lui aussi plaçait les pratiques de transposition comme des pratiques sociales, au sens du schéma. Une société dit que certains savoirs sont à acquérir par les membres de cette société. Par le biais de la transposition, cette société met en place les moyens pour que ce soit enseigné, et puis finalement, elle fait un contrôle social des acquisitions. Alors, le problème qui se pose, c'est quand même deux questions qui ont été violemment posées à Philippe Blanchet. Alors moi, je les ai traduits sous forme d'un débat épistémologique pour la première. Est-ce que l'objet au centre de la focale est indépendant des contextes ou pas? Alors c'est la question qu'on aurait pu poser à Cathy Bonbonne. Est-ce que l'apprendre à nager, ou bien pour l'enseignant, enseigner la natation, c'est indépendant du contexte de l'enseignant? Vous savez tous nager dans le groupe? Tiens, je vais lancer un sondage éventuellement si j'y arrive. Je dis bien si j'y arrive parce que je ne sais pas pourquoi j'ai plus. Il faut que je refasse un sondage. J'arrive pas à modifier les sondages aujourd'hui. Oh, oh. Je peux pas refaire. Alors, je sais pas, je n'ai pas d'accès à la modification des sondages. Bon. Je vais devoir. Ah, apparemment, je serai sur une ancienne version de Zoom sur cette machine. C'est ce qu'il me dit comme message. Bon. Alors, bon, on va essayer de revoir si c'est vraiment ça la question. Bon, alors, je vais. Monsieur, Oui, pendant que vous créez le sondage, est-ce que vous pouvez remettre la diapositive d'avant, s'il vous plaît? 2 oui, secondes. oui. Celle-là ou celle-là? Celle-là. Merci. Mais de rien. Alors, oui. Bon, il va être présenté de façon un peu humoristique, hein. Alors, j'espère que je vais pouvoir le lancer. Ouais, j'ai l'impression qu'il me fait des blagues sur le. J'ai l'impression qu'il me fait des blagues sur le.
Voilà, alors on va essayer de les lancer. Voilà, j'ai lancé un petit sondage. Donc voilà. Alors, vous êtes 35 à avoir répondu. C'est déjà un beau taux de participation. Un taux de participation de 76%. Vous imaginez? Alors, on est passé à 80% de participation. 2 minutes, c'est bien. Voilà, donc on va afficher les résultats. Vous voyez les résultats? Oui, on voit. D'accord. Donc, on voit que vous êtes 62% à déclarer bien nager, une seule personne, je ne sais pas nager, et voilà, 2 tiers, 1 tiers, c'est à peu près la proportion attendue en fait en Guadeloupe entre les bons nageurs et les autres. C'est à peu près là. Personne n'a été, sensible à dire c'est quoi nager. Bon. Voilà. Donc ça, c'était juste pour ramener à ça. Alors pourquoi j'ai fait ce sondage? C'était pour revenir donc à la question de Blanchet. L'objet au centre de la focale, le savoir nager est-il indépendant des contextes? Ben, c'est une vraie question en fait. Parce qu'après, quand les... Alors évidemment, si la focale, c'est vraiment l'apprentissage de la natation, on va dire l'apprentissage de la natation, c'est un absolu. Mais en fait, la question est de savoir l'ensemble des paramètres à prendre en compte dans, dans l'étude des pratiques enseignantes. Et en fait, la question qui est vraiment intéressante dans le travail de Cathy Bonbonne, c'est en fait que les paramètres socioculturels sont à prendre évidemment en compte. Évidemment, je ne vais pas vous faire, je vais pas vous refaire l'histoire de la Guadeloupe par rapport à l'histoire douloureuse de la Guadeloupe, qui est encore, il y a une partie vraiment très très intéressante dans la thèse de Cathy Bonbonne, qui est celle où elle fait parler les enseignants sur leur rapport à l'eau, donc l'aspect social, plus social ou psychosocial, et on voit en fait que les contraintes liées à l'histoire de la Guadeloupe sont encore très présentes dans les discours. Alors, c'est un peu normal. Évidemment, c'est un effet de génération aussi, puisque les enseignants interrogés en fonction ont un âge variable, hein, bien sûr, mais sont en moyenne d'une génération avant la vôtre. Et plus on remonte de génération, plus on est proche de cette histoire de la Guadeloupe, et plus finalement la,
la défiance par rapport à l'eau est présente dans les discours des enseignants. Voilà, mais en tout cas, la question que Blanchet ici, ou que la pensée de Blanchet peut amener à poser, est réellement posée. Et puis, donc ça, c'est des questions d'ordre épistémologique. Et puis, les autres questions sont d'ordre méthodologique. Alors, il y a des petites S qui ne devraient pas être d'ordre méthodologique pour être au singulier. C'est la question de savoir qui choisit et comment se choisissent les paramètres efficients. Et finalement, on pourrait poser la même question à Jean-François Marcel. Je lui la poserai dans quelques temps. Voilà. Donc ça, c'est deux questions qui sont posées par rapport à ça. Néanmoins, cette histoire-là, en fait, a eu son intérêt. Alors, c'est pour ça que je n'avais pas mis d'auteur tout à l'heure. Beaucoup de travaux de sociolinguistique sont issus de ce courant-là, des travaux du CREF, donc chez nous, inspirés du modèle de Blanchet. Alors, je vais juste vous en montrer un exemple. Excusez-moi, il n'y a pas vraiment de transition. Alors, ça concerne les camarades de SVT sont là, les futurs SVT. Il y a des études du groupe SVT présents ou pas? Non? Ça n'existe pas? Alors, dommage, j'avais choisi l'exemple spécialement pour vous. Enfin, non. Je l'avais pris que... Quelqu'un a répondu dans la discussion, monsieur. Ah, je ne l'ai pas dans la discussion, mais alors je ne l'ai pas, son message. J'ai vraiment des inquiétudes. Ah oui, si, oui, d'accord, ok. Oui, bon, j'ai un problème de mise à jour de Zoom, bon, c'est pas grave. Alors, en SVT, vous faites partie des disciplines, vous avez de la chance ou pas, je ne sais pas, vous faites partie des disciplines qui ont depuis quelques années, 2017-18, l'obligation de contextualiser vos enseignements au collège, cycle 4. Florence Robin, directrice de l'enseignement scolaire. Vous savez que Jean-Michel Blanquer a occupé les mêmes fonctions. Madame Robin a été aussi directeur général de l'enseignement scolaire. Et qu'avant, il avait été recteur de l'Académie de Guyane. Et bien, Madame Robin aussi avait été rectrice de l'Académie de Guyane. Et je dis ça, c'est pas tout à fait un hasard. C'est en fait, il y a une certaine sensibilité chez Madame Robin aux questions de contextualisation pour cette raison-là. Et en fait, si vous regardez, donc l'arrêté en lui-même, c'est un texte officiel comme tous. Et en fait, il a 3 annexes. Et si vous regardez, les annexes sont spécifiques d'abord aux Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique, à la Guyane et à Réunion et Mayotte. Alors, elles ne s'appliquent pas dans d'autres outre-mer comme la Polynésie, puisque la Polynésie a ses propres programmes, et la Nouvelle-Calédonie pour la même raison. Donc là, je l'ai repris juste en un peu plus gros. Voilà. Donc, contextualisation, adaptation, très clairement. Et du coup, alors c'est des tableaux qui sont assez, ils ne doivent pas être très faciles à lire. Ce qu'il faut donc en remarquer, je vais grossir ce qu'il faut pour que vous puissiez le voir. Donc, il rappelle d'abord les attendus de fin de cycle. Premier point. Et puis ensuite, ils sont en 3 colonnes. Les connaissances et compétences associées à ces repères attendus de fin de cycle. Il vous donne les exemples de situations, d'activités, de ressources pour l'élève. Et puis, une 3e partie expose les contextualisations qui peuvent être opérées.
Alors, je vois un petit peu, je ne sais pas si c'est lisible. Oui, c'est mieux. Ça, c'est mieux. OK. Oula. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est la colonne contextualisation. Donc, c'est juste la troisième colonne, hein. Là, je reprends ce qui est dans... attendez, je vais essayer de pouvoir annoter. Euh, voilà. Hop, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Voilà, cette partie-là. Tout ce qui est là, en fait. D'ailleurs, je vous fais une remarque, une parenthèse. Vous avez intérêt à mettre à jour régulièrement Zoom si vous ne le faites pas de façon automatique. Parce que ils ont beau dire qu'il y a compatibilité ascendante des différentes versions. Ce n'est pas totalement vrai, j'en fais l'expérience ce matin. Donc, dans la colonne contextualisation, on prendra appui sur le contexte géodynamique des Antilles en faisant notamment appel aux données et observations des organismes de recherche présents localement. C'est assez amusant en fait. Donc la mention des organismes de recherche, donc on peut penser à bien sûr l'Université des Antilles et on peut passer au comment ça s'appelle déjà? L'Institut, l'Observatoire dépend de l'Institut de physique du globe de Paris, IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris. Et donc, on note aussi que par rapport au plan d'exposition au risque, une priorité pourra être donnée aux phénomènes locaux, régionaux, historiques et récents sur l'existence de protocoles et sur l'existence de protocoles favorisant la mise en sécurité de la population. Voilà, donc la contextualisation est prise dans le sens de finalement on pourrait le dire pour rappel avec le modèle de Tupin et compagnie, le modèle en oignon, que c'est une médiation à la fois didactique qui est prise, puisqu'on prend appui sur des exemples, et culturelle, puisqu'on s'appuie, culturelle et sociétale, puisqu'on s'appuie sur éventuellement la culture ou la société par rapport au risque. D'accord? Ça vous va en termes d'exemple? Alors, oups, pardon. Est-ce que ça vous parle en termes d'exemple? Est-ce que ça concrétise un tout petit peu ce qui peut être vu comme contextualisation? Oui, et monsieur, désolé que j'étais absente au moment où vous avez dit, mais le tableau que vous avez montré, en fait, vous l'avez pris dans les documents officiels? Ah oui, 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 bien sûr, tout ça, c'est des annexes. Vous aurez la référence. Elle est là, la référence sur le BO. Donc, il vous suffira de taper dans un moteur de recherche ou d'aller rechercher le BO sur le site du ministère. Ah, d'accord. Ok. Pourquoi vous posez la question, en fait? En fait, c'est parce que personnellement, j'ai jamais vu la colonne contextualisation, en fait, dans les Vous ne la documents verrez officiels. qu'en SVT et en histoire géo. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ok, ok. Oui, oui, je vous ai reconnu comme mathématicienne. Rassurez-vous, maintenant, je vous connais, les matheux. Je ne vous connais pas, enfin de vue, je ne vous reconnaîtrai pas dans la rue, mais par contre, j'ai repéré vos noms. Ok, du coup, en fait, ils ont fait ça que pour les SVT et l'histoire géo. Ok, bon. Oui, en maths, non. Euh, alors, bonne question, puisqu'il y a parmi vous aussi des enseignants de lettres et de créole. Alors, en créole, évidemment, on en a parlé lors du premier cours. En créole, évidemment, le programme est un programme langue et culture régionale.
En lettres, bizarrement, non. Il n'est jamais écrit qu'on pourra s'appuyer sur les œuvres d'écrivains francophones non issus de l'Hexagone, on va dire, comme exemple, c'est écrit nulle part. En EPS, il n'y a rien d'écrit non plus. Physique, chimie, ben, c'est comme les maths. Hein. En physique, chimie, vous pourrez même vous rendre compte qu'il y a, c'est comment il s'appelait, un ancien collègue qui a écrit sur le rapport au froid, en fait, en disant que faire sentir la notion de froid ou de frais, c'était des questions plus difficiles, en fait. Vous avez, je suis actuellement régulièrement en visioconférence avec des collègues de l'Hexagone, que ce soit des collègues dans les universités ou des collègues du ministère. Et parfois, les réunions commencent très tôt ici pour être dans la matinée dans l'Hexagone. Et ils voient que j'ai une petite laine sur moi. Et ils me disent, mais quoi, tu es dans l'Hexagone, tu as ta petite laine? Je leur dis, non, il fait froid en ce moment en Guadeloupe. Et ils me répondent, mais il fait combien? Oh, ben, je leur dis, il fait peut-être 10-20 degrés, quoi. Ils me disent, quoi, tu appelles ça froid? Voilà, un autre exemple de rapport au climat, rapport au froid que chacun a pu expérimenter, qui est bien amusant. Alors, il faudrait que je supprime ici, que j'arrête ce truc. Bon, ok, bon, peu importe. Voilà. Alors, donc, Blanchet, ça marche bien, mais Blanchet, mais on a quand même derrière cette inquiétude d'ordre épistémologique et puis d'ordre donc plus méthodologique, de savoir épistémologique, est-ce que les objets qu'on regarde sont indépendants des contextes, et méthodologique finalement, qui va décréter que des paramètres sont pertinents ou pas. Alors, je prends maintenant le terme contextualisé tel que le collègue Forissier, que les collègues de SVT l'auront en TD pour bientôt, si ça n'a pas commencé. Contextualiser, c'est participer avec l'ensemble des acteurs de la transposition à un processus collectif de transformation de la contextualité des savoirs. La contextualité est induite par la dimension contextuelle des conceptions exprimées ou implicites de chacun des acteurs. Vous avez compris? Alors, c'est un petit peu compliqué, la phrase. Les deux phrases sont un peu compliquées. Alors, je le fais dans quel ordre? Alors là, j'ai des diapos qui sont un peu mélangés. Alors, je remettrai ça dans l'ordre, dans la version en ligne. Bon. Donc, chez Forissier, la première chose, alors ma diapo aurait dû être mieux organisée pour qu'on ait les deux, le texte et la diapo sous les yeux en même temps. Je ferai un petit peu de travail de mise en ordre cet après-midi avant de vous le mettre en ligne pour que ce soit un tout petit peu voilà. Donc, première chose importante, donc on le retrouve, l'idée que la contextualisation, c'est quelque chose qui relève de la transposition. Donc, c'était mon deuxième débat. Troisième débat, c'est pas sans rapport. Deuxième débat qui est aussi intéressant, c'est que pour Forissier également, la contextualisation, elle a une dimension sociale. Tous les acteurs, dit-il, font quelque chose.
Et une troisième dimension qui est intéressante, qui est une dimension interactionniste. Donc, on voit un modèle. Vous avez entendu parler des modèles d'apprentissage socio-constructivistes au passage, non? Non. Non. En fait, dans les théories de l'apprentissage, il y a un petit peu le premier modèle, c'est ce que je fais là, c'est du transmissif. Je fais un cours magistral et puis finalement, si j'énonce les choses assez clairement, vous devez les comprendre. Ensuite, il y a les modèles un peu plus comportementalistes, on dit behavioristes, qui est finalement le modèle d'apprentissage dans lequel on imite finalement ou on incite. Et c'est les modèles qui à l'origine étaient faits pour l'apprentissage aussi bien des jeunes enfants, des bébés, que finalement l'apprentissage animal. Vous savez, on fait des stimulus pour qu'un animal aille chercher la nourriture là où il faut, ce genre de choses. Alors, ça a été bien perfectionné ensuite. Ensuite, il y a des modèles qui sont issus des modèles de Piaget. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean Piaget. Si, quand même, peut-être. Non? Jean Piaget. Non? Non. Non. J'espère que d'ici la fin du master, vous aurez l'occasion d'en avoir parlé. C'est pas quelqu'un qui est un petit peu comme justement, en fait, quelqu'un qui travaille sur l'éducation, comme d'autres grands personnages, comme on a vu auparavant, j'oublie qui d'ailleurs. Exactement, ça fait partie des figures. Oui, Jean Piaget, c'est des figures sur l'apprentissage. Alors, c'est quelqu'un un modèle. également qui a travaillé sur les stades. Exactement. Alors, il y a deux choses chez Piaget d'essentiel. La première, c'est de dire finalement, apprendre, c'est quelque chose qui se construit. On se construit finalement, donc c'est pas quelque chose qui se transmet comme ça, comme une communication, mais ça se construit progressivement. Un nouveau savoir introduit une sorte de déséquilibre dans ce que vous savez déjà, et l'appropriation de ce savoir va permettre de progresser et de créer un nouvel équilibre finalement dans vos savoirs. Donc c'est un modèle constructiviste et qui est lié à justement ce que vous expliquez là, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait Piaget, à côté de ça, a dit en fait en fonction des stades de développement de l'enfant, il y a certains savoirs qui lui sont accessibles ou d'autres pas, et des modalités d'apprentissage qui sont possibles ou pas. Dans un premier temps, on est plutôt sur les apprentissages où finalement l'enfant découvre le monde autour de lui et il le découvre par les sens et par le mouvement sensorimoteur. Donc, il fait les découvertes, il se saisit d'un objet, il le porte à la bouche, etc. Voilà. Et puis jusqu'à arriver finalement, beaucoup plus tard, à des apprentissages beaucoup plus abstraits. Puis, il y a un modèle d'apprentissage qui est typiquement le modèle dans lequel s'inscrit Forissier, qui est socio-constructiviste. Alors, c'est toujours un modèle dans lequel on écrit qu'on construit ses savoirs, mais là, la dimension sur laquelle on insiste, c'est qu'on les construit dans les interactions. On ne construit pas ses savoirs soi-même, disent les socio-constructivistes, mais c'est au travers des interactions avec les pairs, donc d'autres élèves, et avec l'enseignant, avec des pairs qui sont déjà à un niveau d'apprentissage plus élevé, on construit ses propres savoirs. Voilà, donc, et puis il y a des théories maintenant beaucoup plus, bien sûr, ces théories-là sont un peu anciennes, et maintenant il y a depuis 20, 30, 40 ans d'autres théories de l'apprentissage. Nous avons par exemple au sein de l'INSPE, Madame Issaïeva, qui est spécialiste des apprentissages dits autorégulés, dans lequel, alors plutôt dans les processus duquel on explique en fait
soi-même, on agit sur ses propres apprentissages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'interaction avec les pairs, mais il y a aussi la manière dont soi-même on fonctionne par rapport aux apprentissages. C'est un modèle qui est très explicatif de la formation professionnelle. Voilà, alors je la laisserai peut-être en parler, je pense qu'un jour elle vous en parlera, donc je la laisserai en parler. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la manière dont on apprend, qui est étudiée en psychologie des apprentissages, finalement a dégagé quelques grands modèles, voilà, et que ici le modèle qui est en avant dans la pensée de Forissier, c'est le modèle de l'apprentissage, la construction des apprentissages dans les interactions, donc modèle socio-constructif. Et en fait, à tort ou à raison, je n'en sais rien, Forissier lui pose une troisième question par rapport à sa phrase, c'est la question de la contextualité des savoirs. Donc, finalement, c'est la question épistémologique qui était posée par rapport au modèle de Blanchet, à savoir, est-ce que des apprentissages, finalement, est-ce qu'un savoir, finalement, il a un rapport au contexte? Est-ce que un savoir mathématique, alors on va envie dire que pour un savoir mathématique, il est faible, ce rapport au contexte. Pour un savoir en sciences de la vie et de la Terre, on a envie de dire que l'observation de l'environnement permet de reconsidérer les savoirs que l'on peut avoir. Et par rapport à une œuvre littéraire, on a envie de dire que les expressions différentes du genre roman, au travers même de la littérature francophone, peuvent permettre de reconsidérer ce qu'on appelle le genre roman. Donc, ce sont les questions qui sont posées ici. Donc, transposition, dimension sociale. Alors, je vais oser. Je l'avais ôté du cours et hier soir, je l'ai remis et j'ai pensé là spécifiquement qu'il y avait parmi vous quelques physiciens et chimistes. Non? Je suppose, j'espère. Oui, on est là. Vous êtes là? Alors, la mécanique quantique, vous en avez entendu parler dans vos études? Non? Oui, on a entendu parler. Voilà, donc vous pourrez expliquer à l'ensemble de vos camarades ce qu'est la mécanique quantique. Alors, je ne vais pas rentrer dans une explication, je vais juste vous dire où je l'ai trouvé, vous aurez le site, hein. Donc sur le cours, et vous avez cette jolie illustration. Alors, est-ce que vous voyez à peu près la jolie illustration? Vous avez un cylindre, je vais essayer de le montrer avec le pointeur. À noter, hop, c'est ici, focus. Là, vous avez, oh là, vraiment, c'est pas de chance aujourd'hui, là. Ah bon. Voilà, vous avez ici un cylindre. Et puis, si vous prenez comme axe de projection de regard ce cylindre, vous prenez l'axe que je dessine là, avec le pointeur. Ben, si vous le projetez sur le mur qui est au fond, là, vous avez un cercle. Projetez un cercle. Maintenant, si vous projetez sur le mur qui est en jaune-vert, si vous le projetez sur le mur qui est en bleu, si vous éclairez de ce côté-là, par ici, ce que vous projetez, c'est un carré. Alors là, ça a été pris comme illustration de la dualité quantique. Le cylindre est à la fois carré et circulaire, ou ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est une première approche de la contextualité, c'est finalement dire la façon dont je regarde un objet, il peut avoir des formes différentes. Est-ce que cette idée vous plaît? Bon, pas de réponse. Oui, c'est clair.
Alors, du coup, on peut penser évidemment, par rapport à ça, à notre idée, à nous, de relation au contexte. J'étais très heureux d'avoir trouvé cette image quand je préparais ce cours. Alors, on trouve aussi d'ailleurs la notion de contextualité en informatique, mais on la trouve dans un champ de sciences humaines également, qui est l'ethnométhodologie, qui est donc l'étude c'est en sciences sociales, on est bien chez nous, l'étude en termes de méthode ou de procédure, de la production d'ordre, de rationalité, de sens dans la vie sociale, notamment dans les conduites et pratiques, activités et pratiques des agents. Alors attention, agent ici, c'est pris dans le sens des personnes. En linguistique, le terme agent est employé dans ce même sens, et ici en ethnométhodologie aussi. Alors l'ethnométhodologie a été donc quelque chose qui, les ethnométhodologues se refusent à des généralisations ou à des définitions universelles. Donc elle s'oppose ainsi au structuralisme. Alors on a pu dire qu'elle s'opposait du coup à Claude Lévi-Strauss. Alors je ne sais pas si vous connaissez Claude Lévi-Strauss. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Triste tropique. Voilà, je vous le mets dans la discussion. Ah, je l'ai envoyé qu'à Madame Jalabert. Oh, excusez-moi. Voilà, c'est arrivé à tout le monde. Donc, le structuralisme a tendance, à partir d'observations, à les généraliser à d'autres systèmes ou d'organisations que celles où les objets ont été, les agents, pardon, ont été étudiés. Et là encore, avec la référence dans cette opposition, la référence à des éléments de modélisation du contexte que l'on a observé tout à l'heure, où vous saviez, il y avait le temps et le lieu. Donc, dans les études contextuelles, on dit que le temps et le lieu ont l'importance. Et donc, l'ethnométhodologie, elle tient compte de ça, elle fait des études qui se refusent aux généralisations des observations. Alors, les travaux d'ethnométhodologie, vous en avez plein. Vous avez par exemple l'étude du comportement des foules à l'attente d'un autobus, par exemple. Est-ce que les gens, ou d'un train, alors je ne sais plus si c'est un autobus, en tout cas d'un transport en commun, est-ce que les gens ont des comportements rationnels ou pas dans la manière de se comporter? Est-ce que tout le monde se masse finalement au même endroit de l'arrêt du bus ou train ou pas? Ou bien est-ce que les foules se comportent de la même façon? Quelles sont les caractéristiques du comportement d'une foule dans un supermarché ou un hypermarché? Alors ça rejoint de nouveau les travaux de Gilles qui étudiaient cela. Et donc, pour l'instant, le terme de contextualité, moi je le garde, c'est sous cette définition un peu approximative de sensibilité d'un savoir donné au contexte. Et du coup, je vais arriver à quasiment la conclusion du cours. Pour tout vous dire, ce concept de contextualité, c'est un concept, si un jour vous voulez faire une thèse, de contextualité des savoirs, il y a vraiment à le creuser en fait encore. Cette relation des savoirs au contexte, autour du terme de contextualité, est à creuser. On a moins abouti le travail sur ce concept que finalement
les travaux sur la contextualisation, sur le sens à donner au mot contexte. Mais là, il y a un petit concept, le concept de contextualité des savoirs, qui résiste, qui est encore à creuser. Ce qu'on met derrière, la manière dont on le met. Voilà. Alors, finalement, au bout de ce parcours, ben, contextualiser, c'est quoi finalement? Alors, là, je vais donner plusieurs sens. Et là encore, comme tout à l'heure, il n'y a pas un sens qui est supérieur à l'autre. Ce sont des sens qui sont différents et qui sont à retenir en fonction de ce que vous étudiez. Alors, dans cette première approche, contextualiser, c'est simplement la contextualité des savoirs intervient, d'un savoir-faire, d'un savoir-être, un peu importe, intervient de manière volontaire ou non dans un maillon de la chaîne de transposition. Et ça peut être sous forme de l'action de la noosphère. Donc la noosphère, par ses choix finalement, indique ou délivre une intention sur la contextualité des savoirs. Par l'action du professeur, par les exemples que le professeur prend, par les références que prend le professeur, et par l'action de l'élève lui-même. L'élève, je me refuse à voir, même dans une situation où il y a de faibles interactions, par exemple celle que nous vivons en ce moment, où les interactions sont limitées, je me refuse à voir l'élève comme un réservoir passif, mais l'élève, au contraire, il va essayer d'appréhender ce que je dis là en fonction de ce qu'il sait déjà. Donc, c'est une première approche centrée sur la contextualité des savoirs. Finalement, on agit chacun sur les savoirs. L'institution agit sur ces savoirs. Elle dit ce qui est contextualisable ou pas. On l'a vu dans l'exemple tout à l'heure, puisque la question d'une collègue mathématicienne était là. J'ai jamais vu contextualisation en mathématiques. Ben non, parce qu'effectivement, l'institution n'a jamais pensé qu'on pouvait ou qu'on devait, qu'il était souhaitable d'écrire un programme spécifique pour la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane. Donc, ça n'existe pas en mathématiques. En sciences de la vie et de la Terre, c'est beaucoup plus évident que ça existe. Donc, du coup, l'institution a fini par le faire assez récemment, en 2017, ça fait que 4 ans, hein, etc. L'action du professeur, le professeur lui-même va prendre ses exemples par rapport aux instructions officielles, mais par rapport au manuel et par rapport à ses savoirs. Du coup, c'est l'exemple dans une école primaire de La Réunion. C'est qui TGV de Laurence Pourchaise. Je l'avais cité, c'est qui TGV déjà, non? Je le remets ici. C'est qui TGV. C'est dans la revue. C'est en ligne sur Open Edition. Voilà. Et l'élève lui-même, c'est qui TGV. Ce qu'il savait déjà, l'élève, c'est qu'un homme politique avait été appelé TGV et donc il pensait que TGV, c'était cela. Voilà. Alors, on va essayer de passer à une deuxième approche. Alors, dans la deuxième approche, contextualisée, donc dans une première approche, c'est finalement presque, la première approche, c'est presque l'effet naturel des choses, en fait. Ça peut être du moins l'effet naturel des choses.
C'est-à-dire en fait qu'on ne peut pas concevoir, c'était la question qui était à la toute origine du cours, il y a 2 séances, mais finalement c'est tellement naturel, monsieur, quelle est votre question? Et puisque à chaque fois que l'on fait une action pédagogique, finalement, on la contextualise. La deuxième partie de la deuxième approche de contextualiser, elle est beaucoup plus finalement dynamique. C'est l'approche dans laquelle chacun finalement participe cette fois, est conscient quelque part de la transformation, conscient ou non d'ailleurs, de la transformation de la contextualité des savoirs à chacune des échelles, méso et macro. Macro, parce que l'institution peut elle-même participer à la transformation de cette contextualité. En fait, dès lors que l'institution reconnaît finalement que les savoirs peuvent être contextualisés, peuvent être adaptés, peuvent être remaniés dans chaque division territoriale de la République, quelque part, l'institution elle-même entre dans une démarche de transformation de cette contextualité. À l'échelle territoriale, par les choix des établissements ou des institutions scolaires, là aussi, on transforme finalement en adaptant. Et puis à l'échelle micro, dans une classe donnée, où par votre action et vos choix d'exemple, vous contribuez vous-même finalement à cette transformation-là. Et j'ai une troisième, c'est une deuxième approche. On voit aussi là qu'on est encore dans l'action située, c'est-à-dire l'action de l'institution, la noosphère, l'action au niveau d'un territoire éducatif, d'une académie, et puis l'action au niveau d'une classe. Et puis le rôle du chercheur, quelque part, ce qui est un peu plus le rôle du chercheur, c'est discuter la contextualité des savoirs. Finalement, est-ce que Blanchet a raison ou tort? Et donc, on renvoie là à tous les débats que j'ai pu évoquer dans ce cours. L'universalité des savoirs. Donc, un des débats qui a été évoqué en début du cours. La légitimité des savoirs. Alors, on renvoie à la question qui est posée par Michel Verret dans la transposition. Qu'est-ce qui fait qu'un savoir est légitime, en fait? Je vais prendre l'exemple, alors, pour les camarades de SVT qui sont présents, les étudiants de SVT, jusqu'en 2008, dans le programme du bac, là où il y avait une épreuve de SVT, la géologie, au programme de la géologie, on enseignait la subduction sur l'exemple des Alpes françaises. Et par rapport à la situation des Antilles, où la subduction est vraiment active, ça pouvait paraître un petit peu surprenant que l'exemple pris soit celui des Alpes. Mais les enseignants en Guadeloupe enseignaient l'exemple des Alpes parce qu'en terminale, au programme du bac, ce serait l'exemple des Alpes. Donc, est-ce que le savoir qui était enseigné en Guadeloupe était un savoir légitime en ce sens-là, pour la Guadeloupe, pour l'élève de Guadeloupe, pour la société de Guadeloupe? Et puis, ça renvoie aussi à la question, pour moi, de ce qu'on pourrait appeler les didactiques diversitaires, plutôt que la contextualisation didactique, à savoir, finalement, lorsque l'on fait cela, est-ce qu'il y a une didactique des SVT universelle ou est-ce qu'il y a finalement des didactiques plus adaptées ou adaptables? Est-ce qu'il n'y a pas des didactiques qui ont tendance à hiérarchiser les savoirs, comme à l'image de Blanchet? Donc, on a un objet qu'on étudie, et ce qu'on regarde, c'est l'entourage, mais l'objet lui-même, il ne change pas. Alors, en fait, est-ce qu'il y a des objets plus légitimes que d'autres? Voilà, en fait, les débats que l'on peut avoir par rapport à ces questions-là. C'est plus là des questions de chercheurs ou d'épistémologues.
Alors, il y aura un certain nombre les références en fait, qui ont été prises, qui ont servi à bâtir plus exactement cette partie-là du cours. Vous les verrez en diapositive. Par modestie, je me suis pas mis dedans. Et puis parce que mon rôle est très mineur de toute façon. Il y a une petite erreur de date sur Garfinkel. Bon, c'est pas grave. Et donc, juste en synthèse partielle, et en conclusive du cours, ce concept de contextualisation n'est pas figé, il fait l'objet de recherches actuelles. Je pense que vous avez la chance à l'INSPE de Guadeloupe d'être en contact avec des chercheurs qui travaillent actuellement dessus. Donc, c'est une de vos chances. Vous avez à côté des choses qui sont un peu moins heureuses à l'INSPE, mais vous avez celle-là au moins qui est heureuse. Vous avez des chercheurs qui sont directement impliqués dans ces travaux. Les approches sont nombreuses et je le répète encore une fois, elles sont toutes pertinentes et doivent être adaptées aux questions traitées. Et ce concept reste un concept qui est un petit peu en tension, au sens, alors ça c'est moi qui l'ai dit en 2019, au sens où il fait intervenir des questions qui sont extrêmement sensibles, des questions qui sont d'ordre anthropologique ou ethnologique, liées aux sociétés, culturelles, idéologiques. Quand nous avons débarqué avec nos projets en 2010 sur la contextualisation, on nous a tout de suite dit « Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites maintenant de l'idéologie. » Parce qu'on n'était plus apparemment dans un discours scientifique rationnel. Donc, on accuse parfois les gens qui revendiquent finalement des spécificités comme étant des gens qui sont de purs idéologues. Donc, on a vécu ça. Les questions politiques, alors des questions de politique éducative, dans tous les sens du terme, politique, enfin dans tous les sens du terme, dans les bons sens du terme, au sens où effectivement, le débat sur les questions d'équité, d'égalité, d'universalité des savoirs, c'est un débat dont se sont emparés actuellement en France, vous le vivez, là, certains candidats aux élections. Voilà, et puis bien d'autres. Et donc pour moi, c'était là où je voulais en arriver. C'était la fin provisoire, puisque ça se poursuit l'année prochaine. Et je voulais en arriver là. Voilà. Vous êtes déçu, surpris de cette fin brutale? Ou bien elle vous va? Ça va pour moi. Monsieur, donc, vous nous avez dit que c'est notre dernier CM avec vous Avec moi, pour les oui. lettres. D'accord, ok. Après, vous avez 2 cours avec Madame Poggi. D'accord, pour tout le monde, hein, dans le même format que le mien. Alors, ne quittez pas. Là, je vais juste faire la photographie de groupe. Donc, juste faire en fait la photographie des présents en arrêtant mon diaporama pour avoir. Alors, vous êtes sur 3 écrans, ce que je ne comprends pas, alors que vous n'êtes pas si nombreux que ça. Bon. Je fais juste les 3 photos de groupe. Je l'ai perdu le. Alors, attendez, vous pouvez me rappeler comment il s'appelle, l'outil qui a été introduit sur les nouvelles versions de Windows, sur la possibilité de faire de copies d'écran de façon plus propre qu'avant. Ah, voilà, capture d'écran et croquis. Alors, hop.
Alors, je l'enregistre, la première. Alors, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, je l'enregistre. Restez patient, faites un sourire derrière votre caméra, de sorte qu'on vous voit souriant à l'image. Non, je blague. Alors, MEF contextualisation, c'est ici. Voilà. Alors, c'est la première. Le deuxième écran. Voilà. Et je fais le troisième. Alors, il y a des doubles noms, mais ce n'est pas grave. De nouveau, capture d'écran. Ah oui, j'ai oublié d'effacer le premier. Alors, attendez, la troisième est en cours. Oui, c'est bon. Ah là là, il est chiant. Il n'est pas si pratique que ça comme outil, en fait. Voilà, j'ai fait la troisième copie d'écran. Voilà, il n'y aura que Redmi 9 qui sera difficile à identifier, peut-être un ou deux autres, mais ce n'est pas bien grave. Écoutez, en tout cas, je vous remercie tous d'être restés, de m'avoir écouté. Excusez-moi, Oui, je crois que c'est moi, Redmi 9, où il est marqué. c'est Est-ce que ce exactement serait ça, possible oui. que vous preniez mon nom? Je pense que Oui, c'est un petit problème. Du non, coup, mais c'est c'est pas grave. Loubet Maxime, L-O-U-B-E-T Maxime. D'accord, Loubet Maxime, je le note. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc, vous êtes un partisan de la marque chinoise Xiaomi. Exactement. Ça coûte Ouais. pas cher et ça marche bien. Nous avons la même maladie mentale, vous et moi, puisque je partage aussi ces outils Xiaomi, pratiquement le même que le vôtre, en fait. D'accord, Voilà, d'accord. c'est Très pas bien. cher, ça marche bien, mais on ne fait pas de publicité pour les Chinois. Voilà, à très bientôt en tout cas, sous différentes formes. Rejoignez monsieur comment il s'appelle, le professeur d'anglais, votre professeur Demain. d'anglais, monsieur Plumat. Voilà, et puis à très bientôt pour les matheux, à la fois en 252 et en 212, pour les matheux et physiciens, hein, pour les TD en fait. Voilà, à très bientôt. Au revoir, Bon merci. courage à vous pour la fin de cette année.